Les mots résonnaient dans l'air doré du zénith, aussi vif et froid que la glace dans les seaux à champagne. Si vous pouvez chanter cet air d'opéra, je vous épouse. Ce n'était pas une proposition. C'était une arme, lancée depuis les sommets d'une richesse inimaginable sur une serveuse qui essayait simplement de terminer son service. Dans un coin, Julien Moreau, le PDG milliardaire dont le visage ornait les couvertures de magazines, un homme qui achetait et vendait des entreprises comme des pièces d'échecs. Dans l'autre, Hélène Durand, une jeune femme dans un tablier noir amidonné, ses rêves enfouis sous une montagne de dettes. Il s'attendait à ce qu'elle s'effondre. Toute l'élite parisienne présente ce soir-là s'attendait à une humiliation. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à l'intérieur de cette serveuse, une reine oubliée attendait son signal. Le Zénith n'était pas seulement un restaurant. C'était un théâtre. Perché au 65e étage d'un gratte-ciel de la Défense surplombant Paris, c'était une scène où le drame du 1% parisien se jouait chaque soir. L'air était chargé de l'odeur de la truffe blanche, du cuir vintage et de l'ambition. Les personnages principaux étaient les titans de l'industrie, les acteurs du pouvoir politique et les héritiers de fortunes dynastiques. La distribution secondaire, vêtue d'uniformes noirs identiques et sévèrement élégants, était composée des serveurs et des serveuses. Ils étaient formés pour être des fantômes, présents mais inaperçus, leur mouvement un ballet silencieux de service. Parmi eux se trouvait Hélène Durand. Pour les clients, elle n'était qu'une paire de mains remplissant un verre d'eau ou une voix douce confirmant une commande de caviar au siètre. Ils ne voyaient pas les légères ombres sous ses yeux dues à une nuit passée au chevet d'un lit d'hôpital, ni les callosités au bout de ses doigts, non pas à force de porter des plateaux, mais d'années à presser les touches d'ivoire d'un piano qu'elle ne pouvait plus se permettre de garder. Ils ne savaient pas que la cadence mesurée et tranquille de sa voix avait autrefois été entraînée pour remplir le grand hall du Conservatoire de Paris. La vie d'Hélène avait été scindée en deux. Il y avait l'avant, un monde de professeurs passionnés, d'exercices de respiration à l'aube, de maîtrise de Verdi et Puccini, sa voix de soprano, une étoile montante dont les professeurs parlaient avec une révérence particulière. Et puis il y avait l'après. Tout a commencé par un appel téléphonique. Les mots agressifs et pancréatiques ont brisé son monde plus efficacement que n'importe quel crescendo. Sa mère, sa seule famille, était malade. Les bourses couvraient les frais de scolarité, pas le poids écrasant des traitements expérimentaux, des soins palliatifs et du coût simple et brutal de maintenir un être cher dans le confort durant ces derniers mois. Hélène avait donc quitté les lumières de la scène du conservatoire pour la lueur artificielle et feutrée du zénith. Elle avait troqué ses partitions contre une carte des vins, son contrôle du diaphragme contre l'équilibre de plateaux incroyablement lourds. Chaque nuit était une performance d'un genre différent. Son sourire était un costume, sa déférence polie, un script soigneusement répété. La partie la plus difficile était la musique. Le restaurant diffusait une liste de morceaux classiques doux, et parfois un extrait d'un opéra qu'elle connaissait. Un violoncelle pleurant une mélodie familière de la bohème, un violon s'envolant dans un passage de Tosca, pouvait trancher le cliquetis de l'argenterie et la frapper avec la force d'un coup physique. C'était un membre fantôme, une douleur pour une vie qui n'était plus la sienne. Ce soir-là n'était pas différent. Elle se déplaçait dans le labyrinthe des tables, les pieds lancinants, l'esprit préoccupé par la dernière facture de la clinique d'oncologie. Elle était un fantôme, et c'est ainsi qu'elle préférait les choses. Jusqu'à l'arrivée de la table 12. La table 12 était la table de Julien Moreau. Même parmi les titans qui fréquentaient le Zénith, Julien Moreau était d'une autre trempe. Il n'était pas de la vieille fortune. C'était une force de la nature qui avait bâti un empire technologique mondial, Moreau Enterprises, à partir de rien avant ses 30 ans. Maintenant, à 35 ans, on parlait de lui dans les mêmes tons feutrés que des noms comme Arnaud ou Pinault. Il avait la réputation d'être impitoyable en salle de conseil et dévastateur de discrétion dans sa vie personnelle. Son image publique était celle d'un contrôle lisse et froid, des costumes sur mesure qui coûtaient plus que le salaire annuel d'Hélène, une mâchoire qui semblait en permanence serrée, et des yeux de la couleur d'une mer d'orage qui ne manquaient rien et ne trahissaient encore moins. C'était un habitué, et un habitué redouté. Non pas parce qu'il était impoli au sens conventionnel du terme, il élevait rarement la voix, mais à cause de son intensité déconcertante, il attendait la perfection, et son silence, lorsqu'elle n'était pas au rendez-vous, était plus terrifiant que n'importe quel cri. Il fixait son regard sur un verre à vin légèrement taché ou un steak cuit un degré de plus que le saignant demandait, et un seul regard déçu suffisait à envoyer un frisson dans le dos du serveur le plus expérimenté. Ce soir, il était avec 3 autres hommes, tous taillés dans la même étoffe coûteuse. L'air autour de leur table crépitait de l'énergie d'un accord d'1 milliard d'euros fraîchement conclu. Leur rire était bruyant, leurs gestes amples. Julien, cependant, restait enroulé en bout de table, un point de calme dans leur tempête de célébration. Il sirotait son cognac XO réserve, ses yeux balayant la pièce avec un air d'ennui profond, comme si le monde entier était une légère déception.
Hélène fut assignée à sa section, son estomac se noua. « Sois juste un fantôme », se dit-elle, prenant une profonde inspiration avant de s'approcher. Un fantôme parfait et invisible. « Bonsoir, monsieur Moreau », dit-elle, sa voix un murmure neutre et exercé. « Puis-je vous apporter la carte des vins ?» Il ne la regarda pas. Il fit un geste de la main dédaigneux. L'habituel. Un Latour 96. Il se tourna ensuite vers son compagnon, Alexandre Sterling, un homme au visage plus aimable et à l'énergie moins conflictuelle. Le fait est, Alex, qu'il n'y a plus d'authenticité. Tout est une performance, une marque. Le monde de l'art, la musique, ce restaurant même. Tout est emballé pour la consommation. Il n'y a pas d'âme. Hélène se retira pour chercher le vin, sa main stable malgré le tremblement dans son cœur. L'authenticité. Le mot était une pilule amère. Qu'en savait-il? Sa vie était une lutte brute, douloureuse et authentique chaque jour. Alors qu'elle revenait avec la bouteille de vin ridiculement chère, une carafe et 4 verres, la conversation avait changé. « Tu es trop cynique, Julien », disait Alexandre. « Il y a encore de vrais talents. Des gens avec une passion sincère. » Julien laissa échapper un rire bref et sans humour. Passion, ou un désir passionné pour un riche mécène. Chaque artiste a un prix. Il chante, il peigne, il joue, tout ça pour les applaudissements et le chèque qui suit. C'est une transaction, rien de plus. Ces mots étaient comme de minuscules fléchettes empoisonnées, visant directement le fantôme de la jeune fille qui chantait dans les salles de répétition jusqu'à en avoir la gorge à vif, non pas pour l'argent, mais pour la pure joie à couper le souffle. Hélène commença le rituel de présentation et d'ouverture du vin, ses mouvements précis et économiques. Elle versa une petite quantité pour que Julien goûte. Il le fit tourner, le sentit, et prit une gorgée, son expression inchangée. Il fit un signe de tête sec, tandis qu'elle se déplaçait autour de la table pour servir ses invités. Sa concentration était absolue. Elle fit abstraction de leur discussion sur les fusions et les capitalisations boursières. Mais alors qu'elle se penchait près de Julien pour servir l'homme à sa gauche, sa manche, juste pour une fraction de seconde, effleura le dos d'un couteau à steak en argent laissé négligemment près du bord de la table. Le contact fut infinitésimal, mais suffisant pour faire sursauter sa main. Une seule goutte rouge sombre du château Latour 1996, une goutte valant plus que son salaire horaire, se renversa du goulot de la bouteille et atterrit carrément sur la nappe d'un blanc immaculé, une minuscule tache de carmin en fleurs. La table entière se tut. Chaque son dans le restaurant sembla s'évanouir. Les 4 hommes fixèrent le point rouge comme s'il s'agissait d'une blessure mortelle. Hélène se figea, son sang se glaçant. Son esprit s'emballa en pensant aux conséquences, au coût du nettoyage à sec, à la réprimande du directeur, à la possibilité d'être renvoyée. « Je suis terriblement désolé, monsieur Moreau », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Julien Moreau ne regarda pas la tâche. Il leva lentement, délibérément, son regard et le verrouilla sur le sien. L'indifférence ennuyée avait disparu. À sa place, il y avait une lueur de quelque chose de vif et de prédateur. « Il semble, dit-il, sa voix dangereusement douce, que même nos fantômes soient maladroits ce soir. » Ses amis ricanèrent nerveusement. L'humiliation était une chaleur physique qui se propagea sur les joues d'Hélène. Elle voulait s'évaporer. Mais alors qu'elle se tenait là, clouée par son regard, une faible mélodie commença à jouer sur le système sonore du restaurant. C'était l'introduction instrumentale de « Der Ölrache kocht in meinem Herzen », l'air de la Reine de la Nuit de la flûte enchantée de Mozart, un air qu'elle connaissait par cœur. Un air de rage et de puissance féminine pure et sans mélange. Sans réfléchir, perdu un instant dans le souvenir de la musique, un son s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas un mot, juste un fredonnement doux et parfaitement juste des premières notes, un écho fantomatique de la voix qu'elle avait autrefois. C'était presque imperceptible, mais Julien Moreau ne manquait rien. Sa tête s'inclina légèrement. Un sourire lent et cruel s'étala sur son beau visage. Il la voyait vraiment pour la première fois. Non pas comme une serveuse, mais comme une cible. Eh bien, traîna-t-il, le sourire s'élargissant. Que avons-nous là? Un oiseau chanteur en cage. Il se pencha en arrière dans sa chaise, tapotant un doigt manucuré sur le bord de son verre, profitant de l'attention captivée de ses amis et du malaise palpable de la serveuse en face de lui. « Vous aimez Mozart ?» demanda-t-il, la question un piège de soi. Hélène ne put qu'acquiescer, la gorge serrée. « Cet air en particulier, » continua-t-il, sa voix projetée maintenant, attirant l'attention des tables voisines, est l'un des morceaux les plus difficiles jamais écrits pour une soprano. Il exige de la tessiture, de la puissance, de la précision. Il exige de l'authenticité. Il savoura le mot, le laissant suspendu dans l'air.
Il la toisa de haut en bas, une évaluation dédaigneuse et insultante. « J'ai une proposition à vous faire. » Le directeur, M. Dubois, se dirigeait maintenant vers la table, son visage un masque d'inquiétude. Mais Julien leva une main, le stoppant net. Tous les yeux étaient sur lui. Julien Moreau se leva. Le théâtre avait maintenant sa star. « Je vous propose un marché, petit oiseau chanteur, » annonça-t-il à Hélène, mais sa voix portait à travers la pièce. « Vous semblez être une femme au talent caché. Je suis un homme qui apprécie une grande performance. » Il laissa le silence s'étirer, construisant le drame. « Chantez-le. Ici, maintenant. Chantez l'air de la Reine de la Nuit. Pas seulement le fredonner, l'interpréter. Chaque note, chaque passage furieux. » Il marqua une pause, ses yeux d'orage brillant d'un défi malveillant. « Si vous pouvez chanter cet air d'opéra, je vous épouse. » Un hoquet collectif parcourut la salle à manger. Alexandre Sterling regarda son ami avec incrédulité. « Julien, qu'est-ce que tu fabriques ?» marmonna-t-il. Mais les yeux de Julien ne quittèrent jamais Hélène. Son sourire narquois était une déclaration de victoire. Il avait tendu le piège parfait. Soit elle refuserait et s'enfuirait honteusement, prouvant son point de vue qu'elle n'était qu'une serveuse maladroite, soit elle tenterait et échouerait de façon spectaculaire, offrant à sa soirée un divertissement cruel mais mémorable. C'était un échec et mat. Hélène resta figée, le monde doré du zénith tourbillonnant autour d'elle. Les mots ridicules, insensés, humiliants résonnaient dans ses oreilles. « Je vous épouse. » Ce n'était pas une promesse. C'était la moquerie ultime, une déclaration de l'impossibilité, de l'absurdité qu'il croyait être son succès. Il utilisait son pouvoir pour écraser une mouche. Et à cet instant, quelque chose en elle se brisa. Les années à ravaler sa fierté, à différer ses rêves, à être un fantôme silencieux et invisible alors que son âme criait, tout cela prit feu. La rage de la Reine de la Nuit n'était plus seulement dans la musique. Elle était en elle. Le silence au zénith n'était plus le murmure poli de la haute gastronomie. C'était une couverture épaisse et suffocante d'anticipation. Chaque client, chaque serveur, même les chefs qui regardaient à travers les portes de la cuisine étaient figés, leur attention fixée sur l'impossible confrontation à la table 12. Julien Moreau restait debout, l'architecte suffisant de ce spectacle public, les bras croisés comme s'il jugeait une présentation d'entreprise à fort enjeu. Pour Hélène, le monde se rétrécit à un seul point, le visage moqueur de Julien. Son défi était une exécution publique de sa dignité. Il s'attendait à ce qu'elle rougisse, balbutie une excuse et s'enfuit. Il s'attendait à ce qu'elle soit ce qu'il voyait, une servante impuissante. Il n'avait aucune idée qu'il parlait au fantôme d'une étoile, et il venait de lui tendre une allumette allumée dans une pièce pleine de dynamite. Sa collègue et amie Maya, qui servait la section adjacente, croisa son regard. Le visage de Maya était un mélange d'horreur et d'autre chose, une lueur d'espoir rebelle. Elle connaissait le secret d'Hélène. Elle l'avait entendu fredonner Verdi en polissant l'argenterie tard le soir. Maya fit un petit signe de tête presque imperceptible, un cri silencieux de « fais-le ». Monsieur Dubois, le directeur, s'avança de nouveau, le visage pâle. « Monsieur Moreau, monsieur, c'est tout à fait inapproprié. Le personnel n'est pas ici pour… » « Tout va bien, monsieur Dubois, » dit une voix. La voix était claire, stable et totalement inconnue. Il fallut un moment à tout le monde, y compris à Hélène elle-même, pour réaliser que c'était la sienne. Elle n'avait pas parlé en tant que serveuse. Elle avait parlé en tant qu'Hélène Durand. Elle releva le menton, ses yeux rencontrant directement ceux de Julien, sans une trace de la déférence pour laquelle elle était payée. La jeune fille effrayée et humiliée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. « Vous voulez la Reine de la Nuit ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais résonnante, tranchant le silence. « Vous voulez d'Errol Rash ?» Le sourire de Julien vacilla une fraction de seconde, surpris par son assurance. Il se reprit rapidement. « C'est l'offre sur la table, » dit-il, son ton dégoulinant de condescendance. « Très bien, » dit Hélène. Elle leva les mains et dénoua son tablier noir. Elle le plia soigneusement, ses mouvements délibérés et calmes, et le posa sur une desserte voisine. C'était une démission. C'était une déclaration de guerre. Elle n'était plus une serveuse. Elle fit un petit pas loin de la table, dans la petite clairière de moquette moelleuse entre les tables. Elle créait sa propre scène. Elle ferma les yeux un instant, non par peur, mais en préparation. Elle n'était plus au zénith. Elle était de retour dans la salle de récital du conservatoire. Les lumières chaudes sur son visage, son professeur bien-aimé, le docteur Anne Mercier, au premier rang, murmurant les mots « Respire avec ton centre, Hélène. Chante avec ton âme. » Elle pensa à sa mère,
allongé dans une chambre blanche et stérile, sa respiration un faible murmure. Elle pensa à la montagne de factures sur sa petite table de cuisine. Elle pensa au rêve qu'elle avait rangé dans une boîte poussiéreuse sous son lit. Ce n'était pas pour Julien Moreau. Ce n'était pas pour son pari insensé et insultant. C'était pour eux. C'était pour elle. Elle ouvrit les yeux. Elle regarda au-delà de Julien, au-delà des visages ébahis des riches et des puissants, vers un point sur le mur du fond, s'imaginant que c'était le dernier rang de l'Opéra Garnier. Elle prit une profonde inspiration diaphragmatique, le genre qu'elle n'avait pas pris depuis des années, puis elle commença. Les premières notes n'étaient pas fortes, mais elles étaient pures, un son cristallin qui semblait faire taire la climatisation elle-même. C'était un son qui n'avait pas sa place au milieu du cliquetis des verres et du murmure des conversations. C'était un son qui appartenait à une salle de concert. Der Ulrach kocht in meinem Herzen, chanta-t-elle. La vengeance de l'enfer bout dans mon cœur. L'allemand était impeccable. Le ton était parfait. Mais c'était l'émotion derrière qui fit que les gens lâchèrent leurs fourchettes. La phrase n'était pas seulement chantée. Elle était projetée dans la pièce comme une lance, remplie d'une fureur brute et crédible qui fit se dresser les poils sur les bras de tout le monde. Le sourire narquois de Julien avait complètement disparu. Son visage était un masque vide de choc. Alexandre Sterling se pencha en avant, la bouche légèrement entr'ouverte. La voix d'Hélène gagna en puissance alors qu'elle avançait dans le corps de l'air. Tod und Verzweiflung, flammet mich her. La mort et le désespoir flamboient autour de moi. C'était la musique d'une déesse exigeant le sang. Et Hélène canalisa tout cela. Chaque once de sa frustration face à sa vie, son chagrin pour sa mère, sa rage contre l'injustice d'un monde où un homme comme Julien Moreau pouvait utiliser son pouvoir si négligemment. Elle déversa tout cela dans la musique. Sa voix n'était pas seulement un instrument technique. C'était un conduit pour une passion pure et sans mélange. Puis vinrent les passages légendaires, les contrefaits impossibles qui terrifient les sopranos depuis des siècles. C'est là que la plupart échoueraient, leur voix se brisant ou s'amincissant. C'était le moment que Julien attendait, le moment où sa vision cynique du monde serait confirmée. Hélène planta ses pieds. Elle sentit la puissance monter de son centre, à travers sa poitrine, une colonne d'énergie contrôlée. Elle atteignit le premier contrefa. Ce n'était pas un cri ou un hurlement. C'était une note comme un diamant, perçante, brillante et parfaite. Elle traversa le restaurant, semblant vibrer dans le cristal même des lustres. Elle enchaîna avec le suivant, et le suivant, cascadant à travers les passages de colorature notoirement difficiles avec une précision à couper le souffle. Sa voix était une merveille acrobatique, bondissant et s'envolant avec une agilité qui témoignait de milliers d'heures de pratique acharnée. Elle ne chantait pas seulement l'air, elle le commandait. Elle était la reine de la nuit. Les convives n'étaient plus de simples spectateurs. Ils étaient captivés, tenus en otage par la pure force de son talent. Une femme à une table voisine avait des larmes coulant sur son visage. Un homme connu pour ses OPA brutales regardait fixement, son steak oublié, son expression d'une admiration totale. Monsieur Dubois se tenait près du mur, les mains jointes, la regardant comme s'il assistait à un miracle. Julien Moreau ne bougea pas d'un muscle. Il était paralysé. Son monde soigneusement construit, où tout avait un prix et où tout le monde jouait un rôle pour le gain, était systématiquement démantelé par la voix de la femme qu'il avait essayé d'humilier. Il voyait au-delà de l'uniforme de serveuse qu'elle venait de quitter. Il voyait l'artiste, et cela le terrifiait. L'authenticité qu'il avait si cyniquement rejetée le regardait en face, et elle était plus puissante que tout dans sa vie. Elle atteignit le crescendo final furieux, sa voix remplissant chaque centimètre de la salle caverneuse, tenant une dernière note de défi qui resta suspendue dans l'air pendant une éternité avant qu'elle ne la coupe avec une précision nette et dramatique. Et puis, le silence. Un silence plus profond que tous ceux qui l'avaient précédé. Il dura une seconde, 2, 3. Puis une seule personne se mit à applaudir. C'était Alexandre Sterling. Il était debout, ses applaudissements enthousiastes et sincères. Un instant plus tard, un autre convive se leva et se joignit à lui, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que la salle entière, ce public blasé et cynique de l'élite parisienne, soit debout, éclatant en une ovation tonitruante et rugissante. Ce n'était pas un applaudissement de politesse, mais un applaudissement de choc et d'admiration sincères et viscéraux. « Brava !» cria quelqu'un. « Brava !» Hélène se tenait au centre de sa scène improvisée, la poitrine haletante, l'adrénaline parcourant ses veines. La rage s'était apaisée, laissant un vide exaltant et terrifiant. Elle l'avait fait. Elle avait chanté sa vérité face à leur mépris. Elle laissa enfin son regard tomber sur Julien Moreau. Il était toujours debout, ses amis lui tapant dans le dos comme s'il avait gagné, mais il ne les regardait pas. Il la regardait.
Le choc sur son visage avait été remplacé par une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Un mélange complexe d'incrédulité, de fascination et d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur. L'ovation continuait, mais Hélène ne l'entendait plus. Le poids de ce qu'elle venait de faire, quitter son emploi, se produire en public, accepter ce défi insensé, s'abattit sur elle. Elle avait gagné la bataille, mais qu'est-ce que cela signifiait même? Elle regarda le visage de Julien, ses yeux stupéfaits et impénétrables. Il lui devait une réponse. Toute la salle l'attendait. Que ferait le grand Julien Moreau maintenant? Honorer sa promesse ridicule, la balayer d'un revers de main comme une blague? Hélène n'attendit pas pour le savoir. Elle ne voulait pas de son argent, de ses louanges ou de sa proposition vide et ridicule. Elle avait repris son propre pouvoir, et c'était suffisant. Alors que les applaudissements retentissaient encore, elle se retourna, se dirigea calmement vers l'entrée du personnel, la poussa et disparut de la pièce, laissant derrière elle un milliardaire brisé, un public stupéfait et l'écho inoubliable de sa voix. Au moment où la porte du personnel se referma derrière Hélène, ce fut comme si elle était passée d'une scène flamboyante à un vide. Les applaudissements tonitruants s'évanouirent, remplacés par le cliquetis et le sifflement de la cuisine et les chuchotements frénétiques de ses désormais anciens collègues. « Hélène, mon Dieu !» Maya se précipita vers elle, lui saisissant les bras. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'était légendaire. » D'autres membres du personnel de cuisine et des serveurs s'attroupèrent autour d'eux, leur visage un mélange d'admiration et de terreur pour elle. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda le plongeur, les yeux écarquillés. « Il doit t'épouser maintenant, non ?» L'absurdité de la question flottait dans l'air. Hélène secoua simplement la tête, se sentant étourdie. L'adrénaline se dissipait rapidement, laissant place à une fatigue profonde jusqu'aux os. Elle venait de faire exploser une bombe au milieu de sa vie, et elle n'avait aucune idée des retombées. « Je dois y aller », murmura-t-elle, se frayant un chemin vers le petit vestiaire. Elle se débarrassa du reste de son uniforme, la chemise blanche impeccable, le pantalon noir ajusté, et enfila son propre jean usé et un t-shirt délavé. C'était comme muet. Elle n'était plus la serveuse numéro 17. Elle était juste Hélène Durand, sans emploi, avec une mère malade et un avenir incertain. Ignorant le flot de questions de ses collègues, elle attrapa son mince manteau et son sac à dos usé et se glissa par la sortie de service dans la ruelle froide et humide. La cacophonie de Paris la frappa de plein fouet. Le vacarme des sirènes, le grondement lointain du métro, le bavardage de 1000 vies qui se croisent. C'était un contraste brutal avec la cage dorée dont elle venait de s'échapper. S'appuyant contre le mur de briques froides, elle s'autorisa enfin à trembler. Que avait-elle fait? Pendant ce temps, dans la salle à manger, le chaos régnait. Julien Moreau était assiégé. Ses amis riaient, lui tapaient dans le dos, traitant le tout comme une magnifique plaisanterie. « Julien, espèce de magnifique salaud !» rugit l'un d'eux. « Tu as enfin trouvé une fille qui répond à tes normes impossibles. C'est pour quand, le mariage ?» Des clients d'autres tables s'approchaient de lui, s'extasiant sur la performance. Qui est-elle? Est-ce une professionnelle? C'était mieux que l'Opéra Garnier la saison dernière. Julien n'entendit rien de tout cela. Il fixait l'espace vide où Hélène s'était tenue. Son esprit, habituellement une forteresse de logique et de calcul, était en plein tumulte. Il avait mis en place un jeu qu'il était certain de gagner, une simple démonstration de pouvoir. Mais il n'avait pas seulement perdu. Il avait été anéanti. Le pouvoir dans cette pièce avait entièrement basculé de son portefeuille à sa voix. Sa performance n'était pas seulement techniquement parfaite. C'était un acte de défi émotionnel brut. Elle n'avait pas chanté pour eux. Elle avait chanté à travers eux. Julien, Julien. La voix d'Alexandre Sterling finit par percer sa torpeur. Ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Un fantôme? Dit Julien, sa voix atone. Non, je viens d'en entendre un. Il sortit enfin de sa paralysie, se tournant vers M. Dubois, qui planait à proximité, l'air complètement perdu. Son nom? Comment s'appelle-t-elle? Durand, monsieur. Hélène Durand, fournit le directeur, son attitude professionnelle craquant sous l'effet de la stupéfaction. J'ai besoin de ces informations, son adresse, son numéro de téléphone, exigea Julien, sa personnalité de PDG se réaffirmant comme une armure. Monsieur Dubois hésita. Monsieur, je ne suis pas autorisé à donner. Ce n'est plus votre employé, le coupa Julien, sa voix basse et dangereuse. Il sortit un carnet de chèques noirs. Ceci est pour le désagrément et pour la nappe. Il écrivit un chiffre avec tellement de zéros que les yeux de Monsieur Dubois s'écarquillèrent. Maintenant, donnez-moi son dossier.
Le temps qu'Hélène arrive à son minuscule appartement du 5e étage sans ascenseur à Belleville, il était plus de minuit. Le trajet en métro avait été un flou. Elle déverrouilla sa porte et entra dans l'espace exigu qui sentait légèrement la lavande et l'antiseptique, l'odeur de la maladie de sa mère. Sa mère, Clara, dormait dans la petite chambre, le souffle rythmique de sa machine à oxygène étant le seul son. Hélène entra sur la pointe des pieds et se tint près du lit, regardant la forme frêle et endormie de sa mère. C'était pour cela qu'elle l'avait fait. C'était la raison de l'humiliation, de la lutte, du sacrifice. En voyant le visage paisible de sa mère, Hélène ressentit la première pointe de peur réelle. Son acte impulsif de défi venait-il de mettre en péril la seule chose qui comptait? Le revenu stable, bien que modeste, qui payait pour cette machine, cette chambre, ses soins. Le sommeil était impossible. Hélène s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, son esprit rejouant l'air, les visages stupéfaits, les yeux impénétrables de Julien Moreau. Elle ressentait un étrange mélange de terreur et de liberté exaltante. Le monde changea pendant son sommeil. Le premier signe fut un texto de Maya à 6 heures du matin. C'était juste un lien vers un moment sur X avec la légende « OMG, Hélène, regarde ». Hélène cliqua sur le lien. Son cœur s'arrêta. Une vidéo granuleuse prise par téléphone portable, clairement depuis l'une des tables du Zénith, montrait toute la scène. La qualité était médiocre, le son déformé, mais il n'y avait aucune erreur possible. Elle était là, dans son uniforme de serveuse, sa voix s'élevant dans l'air de la reine de la nuit. La vidéo avait été postée par un célèbre investisseur en capital risque qui se trouvait à une table voisine. Sa légende disait « Le dîner au Zénith a pris une tournure étrange. Le milliardaire Julien Moreau a dit à sa serveuse qu'il épouserait si elle pouvait chanter l'opéra. Elle a ensuite fait cesser Dia. À vous de jouer, Moreau. » La vidéo avait 2 millions de vues. À cette heure, elle en avait 5 millions. Hashtag serveuse opéra et hashtag proposition Moreau étaient les deux sujets les plus discutés dans le monde. Son téléphone se mit à sonner. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'ignora. Il sonna de nouveau. Un numéro différent. Puis un SMS apparut. Mademoiselle Durand, ici Sarah Jenkins du journal Le Monde. Nous aimerions beaucoup vous parler des événements incroyables de la nuit dernière. Le barrage avait cédé. À 8 heures, son téléphone vibrait et sonnait sans cesse. Des agences de presse, des émissions de radio, des agents artistiques, des cinglés et des curieux. Elle le mit en silencieux, les mains tremblantes. Elle jeta un coup d'œil par sa fenêtre. Une camionnette de presse blanche avec une grande antenne parabolique était garée de l'autre côté de la rue. Puis une autre s'arrêta derrière elle. Elle était piégée. Le fantôme était devenu la personne la plus visible de Paris. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans son pantoute stérile et minimaliste surplombant la ville, Julien Moreau menait sa propre guerre. Son équipe de communication était en pleine panique. « Nous leur disons que c'était une blague, Julien », insista sa directrice de la communication, une femme vive nommée Ariane. Un compliment enjoué, bien que mal avisé, qui a été sorti de son contexte. « Nous disons que vous célébriez et que les choses sont devenues théâtrales. » « Non, » dit Julien, sa voix plate. Il regardait la même vidéo sur un écran massif dans son salon, observant le visage d'Hélène, ses yeux rebelles, sa performance transcendante. Dire que c'était une blague diminuerait ce qu'elle a fait. Ce serait une autre insulte. Et pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, il trouvait cette idée intolérable. « Alors, quel est le plan ?» pressa Ariane. Le conseil d'administration appelle. Les médias vous dépeignent soit comme un prince charmant, soit comme une menace publique. Quoi qu'il en soit, c'est une distraction dont nous n'avons pas besoin, surtout avec l'acquisition de la société Dia la semaine prochaine. Trouvez-la, dit Julien, sans quitter l'écran des yeux. J'ai une adresse du directeur du restaurant. Envoyez un représentant, pas la presse. Quelqu'un de discret. Je veux lui parler. Et que lui offrons-nous ? Demanda Ariane, exaspérée. De l'argent pour son silence ? Un contrat d'enregistrement ? Une robe de mariée. Julien resta silencieux un long moment. Que lui offrait-il ? La proposition avait été un outil de moquerie, mais maintenant, elle ressemblait à une porte verrouillée dont elle détenait inexplicablement la clé. Il l'avait mise au défi de prouver son authenticité, et ce faisant, elle avait exposé le manque total de celle-ci dans sa propre vie. « Trouvez-la, c'est tout », répéta-t-il. « J'ai besoin de comprendre. » À Belleville, Hélène sentait les murs se refermer sur elle. Les camionnettes de presse étaient un siège visible et son téléphone une agression incessante. C'était une personne privée, sa vie un secret soigneusement gardé.
Cette exposition était une violation. Il ne se souciait pas de son talent. Il se souciait du spectacle de foire, du milliardaire et de la serveuse. Elle serait une merveille de 9 jours, puis mise au rebut. Elle débrancha son téléphone fixe et éteignit son portable. Elle tira les stores. Le calme fut un soulagement, mais il ne pouvait pas bloquer la question centrale et terrifiante. Qu'allait faire Julien Moreau ensuite? C'était un homme qui faisait bouger les marchés et brisait les concurrents. Que ferait-il à une serveuse qu'il avait publiquement mis en échec? Il pouvait la ruiner. Il pouvait déformer l'histoire, la peindre comme une opportuniste et s'assurer qu'elle ne travaillerait plus jamais dans cette ville. Ou peut-être pire, il pourrait essayer de tenir sa promesse. La pensée était si absurde, si terrifiante qu'elle sentit une vague de nausée. L'épouser. Un homme qui représentait tout ce qu'elle méprisait du pouvoir et des privilèges. Un homme qui avait essayé de l'humilier pour le sport. C'était un cauchemar. Elle devait disparaître. Elle griffonna une note rapide pour son infirmière à domicile, prépara un petit sac pour elle-même et un plus petit pour sa mère, et appela la seule personne en qui elle savait pouvoir avoir confiance, une amie de ses jours au conservatoire qui menait une vie tranquille près de Fontainebleau. « Jessica, c'est Hélène, » dit-elle, sa voix un murmure tendu. « J'ai des ennuis. Est-ce qu'on peut venir rester chez toi quelques jours? Je dois sortir ma mère de la ville. » Il n'y eut aucune hésitation à l'autre bout du fil. « Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? »« Je t'expliquerai quand j'arriverai, » dit Hélène. « Je dois disparaître des radars. » 1 heure plus tard, sous le couvert d'un sweat à capuche et de lunettes de soleil, Hélène aida sa mère frêle à monter à l'arrière d'un VTC pré-réservé. En partant, elle jeta un coup d'œil en arrière au cirque médiatique campé devant son immeuble. Il chassait la hashtag serveuse opéra, mais la serveuse opéra était partie. Hélène Durand était en retraite, fuyant non pas l'homme qu'elle avait stupéfié, mais la tempête que ses paroles imprudentes avaient déchaînée. La voiture noire discrète envoyée par Julien Moreau arriva devant l'immeuble de Belleville 3 heures après la fuite d'Hélène. Une femme méticuleusement vêtue de son family office, armée d'une offre généreuse et d'un accord de confidentialité, se retrouva face à une cohue de journalistes et à une porte d'appartement verrouillée. La première tentative de Julien avait échoué. Pour Julien Moreau, l'échec n'était pas une option. C'était une langue étrangère. Dans son monde, l'information était une monnaie et l'accès était le pouvoir. Une personne ne pouvait pas simplement disparaître, pas pour lui. Il se retira au cœur de son empire, au dernier étage de la tour Moreau. C'était un espace de verre, d'acier et de silence, où la ville en contrebas ressemblait à un circuit imprimé. Ici, il était en contrôle. Mais l'image d'Hélène Durand, ses yeux flamboyants de défi alors qu'elle chantait, avait percé sa forteresse. Elle tournait en boucle dans son esprit. « Elle est partie », rapporta son chef de la sécurité, un redoutable ancien agent de la DGSE nommé Gaël. Parti avec une femme âgée, probablement sa mère, dans un VTC ce matin. La course a été payée en espèces. Il les a déposés à la gare de Lyon. À partir de là, c'est comme essayer de suivre une seule goutte de pluie dans une tempête. Inacceptable, dit Julien, sa voix dangereusement calme. Utilisez toutes les ressources nécessaires. Reconnaissance faciale sur les flux de sécurité de la gare, traces financières. Je veux savoir où elle est. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, dit Gaël, c'est une dépense massive de ressources. Pourquoi exactement? Une serveuse qui vous a embarrassé. Julien se détourna de la fenêtre, ses yeux plus froids que le ciel d'hiver. Elle ne m'a pas embarrassé, déclara-t-il. Elle m'a révélé. Il y a une différence. Trouvez-la. La chasse commença. Pendant que les médias du monde entier couraient après l'histoire virale de la hashtag serveuse opéra, Julien Moreau lança une recherche silencieuse et bien plus sophistiquée. Son équipe, habituellement chargée de l'espionnage industriel et de la diligence raisonnable sur des acquisitions de plusieurs milliards d'euros, se concentrait maintenant sur la recherche d'une seule femme. Ils fouillèrent dans son passé. Ils découvrirent les dossiers du conservatoire, les recommandations élogieuses des professeurs, l'histoire d'une prodige. Puis ils trouvèrent la raison de son départ. Les dossiers médicaux de Clara Durand. Un diagnostic dévastateur. Une montagne de dettes. La vérité de la vie d'Hélène commença à se dévoiler. Et elle ne ressemblait en rien au récit qu'il avait imaginé. Ce n'était pas une opportuniste attendant un coup de chance. C'était une fille sacrifiant son rêve pour sa mère. L'histoire passa d'une simple curiosité à quelque chose qui piqua la carapace endurcie de la conscience de Julien. Son obsession grandit. Il annula des réunions. Il délégua les négociations finales de l'acquisition de la société DIA à Alexandre Sterling. Ces journées étaient consumées par l'examen des fragments d'informations que son équipe trouvait.
Une photo de sécurité granuleuse d'Hélène aidant sa mère à monter dans un train à la gare de Lyon, un débit de carte de crédit au nom de sa mère dans une petite pharmacie d'une ville endormie appelée Fontainebleau, à 60 km au sud de Paris. Il se surprit à écouter de l'opéra, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il acheta tous les enregistrements de la flûte enchantée qu'il put trouver, écoutant des dizaines des plus grandes sopranos du monde chanter d'Errol Rasch. Aucune ne sonnait juste. Aucune n'avait le feu brut et désespéré qu'il avait entendu dans ce restaurant. Aucune n'avait sa voix. L'air commença à le hanter. C'était une mélodie qu'il ne connaissait que trop bien, une mélodie liée aux souvenirs les plus douloureux de sa propre vie. Un soir, Alexandre Sterling le trouva dans son bureau, l'air jouant doucement sur ses enceintes, un verre de whisky intact sur son bureau. « Tu es obsédé, Julien », dit Alex, s'asseyant en face de lui. « Il ne s'agit plus d'une vidéo virale, n'est-ce pas ?» Julien resta silencieux un long moment, fixant les lumières de la ville. « Ma mère », dit-il finalement, les mots semblant rouillés et inutilisés. Elle était chanteuse. Alex fut surpris. Durant toutes leurs années d'amitié et d'affaires, Julien n'avait jamais parlé de sa mère une seule fois. Elle était brillante, continua Julien, sa voix creuse. Une soprano colorature, comme elle. Elle avait une bourse pour étudier à Vienne. Elle était sur le point de commencer une vraie carrière. « Que s'est-il passé » demanda doucement Alex. « Mon père. C'était un homme d'affaires impitoyable qui débutait. Il lui a donné un ultimatum. Une carrière sur scène ou une vie avec lui. Il disait qu'il ne pouvait pas construire un empire avec une femme toujours en tournée. » Un sourire amer toucha les lèvres de Julien. Elle l'a choisi. Elle a tout abandonné. Nous avions une belle maison, tout le luxe imaginable. Mais notre maison était silencieuse. Elle ne chantait jamais, pas une seule fois. Elle a rangé sa musique, ses prix, tout. Mais parfois, tard dans la nuit, je l'entendais fredonner cet air exact. Der Höllerache. Ce n'était pas joyeux. C'était le son de son ressentiment, le son d'un fantôme. Il regarda enfin Alex, ses yeux remplis d'une douleur que son ami n'avait jamais vue auparavant. Elle nous regardait, mon père et moi, avec une sorte de haine polie pour ce que nous lui avions coûté. Mon père appelait ça subvenir aux besoins de sa famille. Elle appelait ça sa cage dorée. J'ai grandi en croyant que l'art, que la passion, était une faiblesse, une vulnérabilité que les gens utilisent pour excuser leurs échecs ou pour manipuler les autres. Quand j'ai vu cette serveuse, j'ai vu le même piège. J'ai lancé ce défi dégoûtant parce que je voulais me prouver, et prouver à toute la salle, que tout n'était qu'une performance, qu'elle échouerait et que j'aurais raison. « Mais tu n'as pas eu raison », déclara doucement Alex. « Non », murmura Julien. « J'ai eu catastrophiquement tort. » Le défi n'avait jamais concerné une serveuse. C'était une dispute qu'il avait eue avec le fantôme de sa mère toute sa vie, et il avait perdu. Le lendemain matin, Gaëlle entra dans son bureau. « Nous l'avons trouvée. Elle séjourne dans une petite maison d'hôte à Fontainebleau, enregistrée au nom d'une certaine Jessica Lambert, une ancienne camarade de classe. La mère, Clara Durand, a été admise à l'établissement de soins palliatifs local hier. Son état s'est aggravé. » Julien sentit un étrange nœud froid dans son estomac. Le jeu était terminé. C'était la vie réelle, désordonnée et douloureuse. Il se leva. « Préparez la voiture. J'y vais moi-même. » Le trajet jusqu'à Fontainebleau fut un flou de feuillage d'automne que Julien remarqua à peine. Il ne se préparait pas à une négociation. Il avait l'impression de se diriger vers une condamnation. L'arrogance qu'il portait comme une armure au zénith avait été dépouillée, remplacée par une incertitude brute et inconnue. Que pouvait-il bien lui dire? L'établissement de soins palliatifs était un bâtiment bas et moderne niché au milieu des pins, un lieu conçu pour des fins tranquilles. C'était un univers à part des angles vifs et du verre froid de son propre monde. L'air à l'intérieur sentait le désinfectant et les fleurs fanées. C'était l'odeur du chagrin silencieux et implacable. Il la trouva dans une petite chambre ensoleillée, assise au chevet de sa mère. Clara Durand dormait, sa respiration faible, les rides de douleur sur son visage adoucies par la morphine. Hélène tenait la main de sa mère, la tête baissée. Elle paraissait plus petite que dans le restaurant, plus jeune et terriblement fatiguée. La reine de feu avait disparu, laissant derrière elle la fille inquiète. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, son corps se tendant instantanément. La peur, la colère et l'épuisement se lisaient dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous faites ici » murmura-t-elle, sa voix féroce, protectrice de la paix fragile de la pièce. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« J'ai des ressources, » dit-il, les mots sonnant creux et inadéquats même pour lui. Il se tenait maladroitement près de la porte, un titan de l'industrie, complètement déplacé dans cet espace sacré.
Alors vous pouvez traquer les gens, rétorqua-t-elle. Vous êtes venu me signifier une action en justice pour avoir démissionné? Ou peut-être êtes-vous ici pour enfin honorer votre proposition? Le sarcasme dans sa voix était aussi tranchant qu'un rasoir. Non, dit-il, s'avançant plus loin dans la pièce. Je suis venu m'excuser. Le mot semblait étranger sur sa langue. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il l'avait dit sincèrement. Ce que j'ai fait au restaurant était inexcusable. C'était cruel. Et je suis désolé. Hélène le dévisagea, son expression se durcissant de méfiance. Vous êtes désolé? Un homme comme vous ne fait pas 2 heures de route pour s'excuser auprès d'une serveuse. Que voulez-vous, monsieur Moreau? Votre équipe de communication vous dit que c'est une bonne image? Le milliardaire repentant. Il méritait cela. Il le savait. Il sortit une enveloppe de sa veste. Ceci n'est pas pour la presse. C'est pour vous. Il la posa sur la petite table près de la fenêtre. C'est un chèque de banque. Assez pour couvrir toutes les factures médicales de votre mère, ses soins ici, tout. Et assez pour que vous puissiez vivre pendant les 10 prochaines années sans avoir à vous soucier de l'argent. Hélène regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent. Je ne veux pas de votre argent. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez, dit-il, sa frustration rendant sa voix plus dure qu'il ne l'avait prévu. Il s'agit de ce que je dois. J'ai fait de votre vie un cirque. Ceci est une restitution. Restitution. Son rire était un son cassant et brisé. Vous pensez que vous pouvez simplement jeter de l'argent sur le trou que vous avez creusé dans ma vie et le réparer? Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. J'avais une vie tranquille. J'avais mon intimité. C'était dur, mais c'était la mienne. Maintenant, mon visage est partout. Je suis un mème, une blague. Et pourquoi? Pour que vous puissiez avoir un moment de divertissement. Chaque mot était un coup parfaitement visé. Et Julien sentit chacun d'eux atterrir. Je sais pour le conservatoire, dit-il doucement. Je sais pourquoi vous êtes parti. Sa tête se redressa brusquement, ses yeux écarquillés de choc et d'un nouveau genre de peur. La violation était plus profonde qu'elle ne l'avait pensé. Il ne l'avait pas seulement trouvée. Il avait excavé sa vie. Vous n'aviez pas le droit, souffla-t-elle, un tremblement dans la voix. J.E. admit-il. Mais je devais comprendre. Il prit une profonde inspiration, se forçant à dire la chose qu'il était venu dire, la vraie raison de sa présence. J'ai besoin de savoir pourquoi vous avez choisi de chanter. Vous auriez pu refuser. Vous auriez pu partir. Pourquoi l'avez-vous fait? Hélène regarda de ses yeux interrogateurs au visage endormi de sa mère. Sa colère sembla s'évanouir, remplacée par une profonde tristesse. Vous pensez que j'ai chanté pour vous? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Ou pour votre pari ridicule? Je n'ai pas chanté comme ça depuis 5 ans. Pas depuis que ma mère est tombée malade. Une partie de moi est morte ce jour-là. La partie qui croyait en l'art, la beauté et les rêves. Elle le regarda de nouveau, son regard perçant. Quand vous avez lancé ce défi, vous m'avez humilié. Et à ce moment-là, je vous ai détesté. Je vous ai détesté de toutes mes forces. Et cet air, d'Errol Rash, c'est de la rage pure. Pendant 2 minutes et 50 secondes, vous m'avez donné une scène pour déchaîner 5 ans de chagrin, de colère et de désespoir. Je n'ai pas chanté pour gagner votre proposition, monsieur Moreau. J'ai chanté pour survivre. Sa confession flottait dans l'air, brute et d'une honnêteté dévastatrice. C'était l'authenticité qu'il avait si cyniquement exigée, et elle le détruisait. L'air, commença-t-il, sa propre voix mal assurée. Pourquoi celui-là? Était-ce juste une coïncidence qu'il passait? C'est un morceau que je connais bien, dit-elle, toujours sur ses gardes. C'était le moment, la dernière pièce qu'il devait poser sur la table. Ma mère, dit-il, les mots s'étranglant dans sa gorge. Elle était soprano. Elle a abandonné sa carrière pour mon père. Cet air, c'était son chef-d'œuvre, la seule chose qu'elle fredonnait jamais dans la maison. C'était la bande-son de mon enfance, le son de son regret. Les yeux d'Hélène, qui avaient été si pleins de colère, se remplirent maintenant d'une compréhension naissante et choquée. Toute la rencontre bizarre et cruelle au restaurant fut soudainement éclairée d'une nouvelle lumière tragique. Ce n'était pas un acte d'arrogance aléatoire. C'était une blessure. Quand je vous ai entendu le fredonner, continua Julien, la confession se déversant de lui maintenant, et que je vous ai vu dans cet uniforme, je l'ai vu, elle. J'ai vu un oiseau en cage. Et j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai agi cruellement pour tester une vulnérabilité que je ne supportais pas de voir parce qu'elle me rappelait elle. C'était un test né de ma propre amertume. Et vous? Vous avez répondu avec une voix qui était tout sauf faible.
Vous n'étiez pas du tout un oiseau en cage. Vous étiez un dragon. Il regarda l'enveloppe sur la table. Cet argent n'est pas un pot de vin, et ce n'est pas un prix. C'est une excuse. Pas seulement pour vous, mais pour elle. Pour ce que mon père a fait, pour ce que je n'ai jamais compris. Le silence dans la pièce était maintenant différent. Il n'était pas rempli de tension, mais du poids de deux histoires brisées, de deux vies façonnées par les fantômes de la musique et du sacrifice. Hélène baissa enfin les yeux sur le chèque. Elle le ramassa, ses doigts tremblant légèrement. Elle regarda sa mère, qui bougea, son souffle s'accrochant dans un doux soupir. Puis elle se tourna vers Julien. Elle déchira le chèque en deux, puis de nouveau en deux. Le visage de Julien s'affaissa. Il avait offert la seule chose qu'il savait offrir, et elle avait été rejetée. « Je vous l'ai dit, » dit Hélène, sa voix douce mais ferme. « Je ne veux pas de votre argent. Si vos excuses sont sincères, alors c'est suffisant. Maintenant, j'ai besoin que vous partiez. C'est un moment privé pour ma mère et moi. » Julien hocha la tête, vaincu. Il avait révélé sa plus profonde blessure, et cela n'avait rien changé. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Monsieur Moreau, l'appela-t-elle juste au moment où il allait partir. Il s'arrêta, la main sur la poignée de porte. « Votre mère, » dit-elle, « a-t-elle déjà chanté pour vous, même une seule fois ?» Il réfléchit un moment. « Non, » dit-il tristement, « elle ne l'a jamais fait. » Il ouvrit la porte et partit, le clic silencieux du loquet scellant l'espace entre eux. Hélène le regarda partir, les morceaux de chèque déchirés toujours dans sa main. Elle n'avait pas accepté son argent, mais il avait laissé quelque chose de bien plus précieux à sa place. La vérité, et avec elle, une connexion fragile, terrifiante et totalement inattendue. L'obsession de Julien se transforma en une expiation silencieuse. Anonymement, il finança les meilleurs soins médicaux pour la mère d'Hélène, une conversation muette se déroulant sur une centaine de kilomètres. Une paix fragile commença à s'installer, mais le monde de Julien a horreur du vide, et son homologue de la haute société, Victoria de Valois, voyait Hélène comme une anomalie inacceptable dans ses plans. Au gala du mai, elle confronta Julien, ses mots suintant le venin. « Chéri, ne sois pas naïf, » siffla-t-elle. « Les filles comme ça sont des prédatrices. » Sa petite chanson était un piège, et tu es tombé dedans. Entendre le sacrifice d'Hélène tordue en un stratagème bon marché alluma une fureur protectrice en Julien. Il rejeta froidement Victoria et le monde cynique qu'elle représentait, la laissant publiquement éconduite. La vengeance de Victoria fut rapide. Un tabloïd sordide publia bientôt un article brutal intitulé « Le complot secret de la serveuse d'opéra ». Utilisant des sources payées, l'article était un chef-d'œuvre de diffamation, transformant l'histoire de sacrifice d'Hélène en un complot de sang-froid pour piéger un milliardaire. Le récit public, autrefois un conte de fées, devint toxique. L'histoire brisa la paix fragile d'Hélène. Pour Julien, ce fut un moment de terrible clarté. Son arrogance initiale avait mis la cible sur le dos d'Hélène. Victoria venait de tirer. Consumé par une rage alimentée par la culpabilité, il savait que les menaces légales ne suffiraient pas. Il devait combattre les mensonges, non pas avec des avocats, mais avec une arme qu'il n'avait jamais utilisée auparavant, la vérité complète et sans fard. Il décida de convoquer une conférence de presse et de réduire leur histoire en cendres. La salle de bal du Georges V était une arène en pleine frénésie, mais Julien Moreau fit taire la salle, non pas avec un démenti, mais avec une confession. Seul au pupitre, il démantela sa propre image puissante. Il raconta au monde que son défi cruel était un test né du fantôme de sa mère, une brillante soprano qui avait sacrifié ses propres rêves et vécu une vie de ressentiment silencieux. Il se dépeignit comme le méchant et Hélène durant comme une femme d'une profonde intégrité et d'un grand talent, révélant qu'elle avait déchiré son chèque de restitution. Puis il transforma ses excuses publiques en actions puissantes. Il annonça la création de la fondation Éléanore Moreau pour les arts, dotée de 100 millions d'euros, un héritage pour sa mère. La toute première bénéficiaire de sa bourse, déclara-t-il, serait Hélène Durand. Il lui offrit non pas un pot de vin, mais un rêve. Une bourse complète pour reprendre ses études et un premier rôle dans la Flûte enchantée à l'Opéra de Paris. Il ne l'avait pas son nom. Il le mettait en lumière. Regardant depuis une chambre tranquille à Fontainebleau, Hélène ne vit pas le coup de force d'un milliardaire, mais un homme mettant sa propre âme à nu pour sauver la sienne. Ce soir-là, il vint la voir. L'air entre eux n'était plus chargé de colère, mais d'une compréhension fragile. Elle accepta l'offre de la fondation. L'héritage de sa mère, pas son argent. La reine de la nuit est restée silencieuse assez longtemps, dit-elle, un vrai sourire revenant enfin. Il demanda un nouveau départ. « Je suis Julien, » dit-il en tendant la main. « Je suis Hélène, » répondit-elle en la prenant. Ce n'était pas la fin d'un spectacle,
mais le véritable et silencieux commencement de leur histoire. Et ainsi, une histoire qui avait commencé par une blague cruelle dans un restaurant doré devint quelque chose de bien plus profond. Ce n'était pas un conte de fées sur une serveuse épousant un prince. C'était une histoire vraie sur deux personnes qui, à travers un affrontement bizarre et public, se sont forcées mutuellement à affronter leurs propres fantômes. Hélène Durand, qui avait enfoui sa voix dans le chagrin, la retrouva dans un acte de défi. Et Julien Moreau, un homme piégé dans une prison de son propre cynisme, fut libéré par la seule chose qu'il pensait être une faiblesse, l'art humain authentique et passionné. Leur parcours nous rappelle que parfois, la plus belle musique ne vient pas d'une vie parfaite, mais d'une vie guérie. Il nous enseigne que derrière chaque visage se cache une histoire, et qu'à l'intérieur de chaque personne, il peut y avoir un talent spectaculaire qui n'attend que le bon, ou même le mauvais moment pour être entendu. Si leur histoire d'harmonie inattendue a touché une corde sensible en vous, et si vous croyez au pouvoir des secondes chances, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et pour plus de récits sur l'esprit humain qui vous émouvront et vous inspireront, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci de nous avoir écoutés.